Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Le ministre de la Culture a limogé la directrice de la Galerie nationale de Prague. On revient sur cette décision en début d'émission avant de s'intéresser à un rare exemplaire d'un livre médiéval, un incunable, parlant de la légende de Mélusine et qui est exposé actuellement dans la ville d'Olomouc. Et puis on parlera également de la journaliste écrivaine Milena Jesenska, dont on sait évidemment qu'elle est associée à l'écrivain Franz Kafka. Mais tout de suite, c'est le bulletin d'information en compagnie de Guillaume Narguet. Les informations. Bonjour à toutes et à tous. L'incendie qui s'est déclaré ce vendredi matin dans une usine d'un complexe industriel de Pardubice en Bohême de l'Est est probablement lié à une attaque terroriste. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Lubomír Metnar, sur le réseau X ce vendredi midi. Le site visé appartient à la société tchèque d'armement LPP Holding qui a annoncé vouloir coopérer avec Israël pour la production de drones et développe du matériel aussi pour l'Ukraine. Aucun blessé n'a été déploré et l'étendue des dommages reste encore à déterminer. Le groupe The Earthquake Faction, un réseau clandestin dont les membres se présentent eux-mêmes sur leur site internet comme des combattants contre l'entité sioniste défendant les intérêts des Palestiniens, a revendiqué l'attaque. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que la police vérifiait ces informations. Le BIS, qui est le principal service de renseignement intérieur en Tchéquie, et le Centre national de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et la cybercriminalité participent également à l'enquête en cours. Le président de la République, Petr Pavel, a signé ce vendredi la loi des finances 2026 après que celle-ci a été adoptée par la Chambre des députés la semaine dernière. Le texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel ce samedi donc, mettant ainsi fin à la situation où l'État tchèque opérait avec un budget dit provisoire qui permet au gouvernement notamment de maintenir le fonctionnement des services publics. Rappelons que selon le projet présenté par le ministère des Finances, un déficit d'un montant de 310 milliards de couronnes, soit un peu plus de 12 milliards et demi d'euros, est prévu pour la fin de cette année, soit 20 milliards de couronnes de plus que le déficit atteint en 2025, qui était déjà le quatrième solde négatif le plus élevé dans l'histoire du pays depuis la partition de la Tchécoslovaquie. Le chef de l'État a signé le décret de promulgation et ce bien qu'il critique le faible montant des dépenses consacrées à la défense. Petr Pavel a mis en garde le Premier ministre Andrej Babiš sur le fait que la République tchèque ne respectera pas ses engagements pris en la matière vis-à-vis de l'OTAN. Politique toujours, une grande manifestation se tiendra à Prague sur l'esplanade de l'Etna ce samedi après-midi et ce pour protester contre la politique menée par la coalition gouvernementale dirigée par Andrej Babiš depuis sa nomination en décembre dernier. Selon ses organisateurs de l'association Milion Chvilek pro Demokracii, 1 million de moments pour la démocratie en français, qui se sont exprimés devant les médias jeudi, entre 200 000 et 400 000 personnes en fonction de la météo pourraient participer et exprimer leur mécontentement. Toujours selon les organisateurs, ce rassemblement intitulé « Nous ne nous laisserons pas voler notre avenir » vise à attirer l'attention, je cite, sur le danger de l'érosion de la démocratie dans le pays, de l'oligarchisation de la société et des mesures allant dans ce sens prises par le gouvernement. Fin de citation. Un volume record de 490 tonnes de kratom a été importé en République tchèque en 2025, soit une augmentation de plus de 25% en l'espace d'un an. Depuis 2021, les importations en provenance de pays tiers de l'Union européenne ont été multipliées par 16, sollicitées par l'agence de presse Tchétéka. C'est ce qu'ont fait savoir les douanes ce vendredi. Ces 490 tonnes correspondent à environ 160 à 250 millions de doses.
Plus généralement, la consommation de kratom en République tchèque est en forte hausse. Selon le rapport sur les drogues illicites ou stupéfiants en République tchèque, plusieurs pourcents d'adultes et plus d'un dixième des jeunes en ont déjà fait l'expérience. Rappelons qu'en République tchèque, le kratom et son extrait figurent sur la liste des substances psychomodulatrices à faible risque, dont la vente est jusqu'à présent autorisée sous de strictes conditions. Et puis, sachez encore qu'en 2025, pour l'ensemble du pays, la police a recensé 17 décès liés à cette consommation de kratom. Un mot de sport et de football, la République tchèque a fait ses adieux aux Coupes d'Europe pour cette saison. Derniers représentants sur la scène continentale, le Sparta Prague et le Sigma Olomouc sont en effet tous les deux été éliminés de la Ligue Conférence, la plus petite des 3 compétitions européennes, et ce après leur défaite lors des matchs retour des 8e de finale jeudi soir. Déjà battu lors de l'aller aux Pays-Bas la semaine dernière 2-1, le Sparta a de nouveau été largement dominé par l'AZ Alkmaar devant son public, cette fois 4-0, tandis que Olomouc, après avoir été tenu en échec chez lui 0-0, s'est lui incliné sur la pelouse des Allemands de Mayence 2-0. Le club de Bundesliga affrontera les Français de Strasbourg en quart de finale. On termine ce bulletin avec un mot de météo, un temps nuageux et souvent même pluvieux, notamment sur une grande moitié sud, est attendu sur la majeure partie du territoire ce samedi qui sera le premier jour du printemps, mais aussi de la fête des Radek. Un retour progressif du soleil est ensuite annoncé à compter de dimanche. Les températures, quant à elles, varieront entre 6 et 11 degrés. Et puis, sachez encore qu'à Prague, le soleil, bien que discret donc ce samedi, se lèvera à 6 heures très précisément et se couchera à 18h14. Radio Prague International, le programme francophone. Le ministre tchèque de la Culture, Otto Klempiš, a démis de ses fonctions la directrice de la Galerie nationale de Prague, Alicia Knast. La musicologue et conservatrice polonaise a dirigé la prestigieuse institution qui fête ses 230 ans cette année depuis 2021. Son mandat de 6 ans devait s'achever d'ici quelques mois. Les détails avec Magdalena Hrozinkova. C'est le quotidien indépendant d'Enik N qui a rapporté en premier l'information jeudi après-midi. Relayée immédiatement par tous les médias, la révocation de la directrice a été par la suite confirmée par la porte-parole de la galerie et quelques heures plus tard par le ministre de la Culture. Otto Klempiš a déclaré sur Facebook que la galerie avait besoin d'un développement professionnel plus marqué et devait avoir l'ambition de se hisser parmi les principales institutions européennes du genre. L'institution a vraiment besoin d'un vent de renouveau. Il est temps de changer de cap, a encore ajouté le ministre du parti automobiliste, dont la décision de réduire le budget alloué aux arts vivants a récemment suscité des remous sur la scène culturelle tchèque. A určitě jsem toho neočekávala, protože výsledky Národní galerie jsou skvělé. Nám pokračuje návštěvnost. Máme... Je suis surprise par ces décisions car les résultats de la Galerie nationale sont excellents. Notre fréquentation est en hausse et nous collaborons avec des institutions du monde entier, a déclaré pour sa part Alicia Knast. Elle s'est également dite surprise par le comportement du ministre qui ne lui a pas annoncé sa décision personnellement. L'ancien ministre de la Culture, Martin Baxa, a lui aussi critiqué son successeur, Otto Klempiš, pour cette révocation silencieuse, tout en évoquant de possibles similitudes avec la situation en Slovaquie, où l'année dernière, la révocation des directeurs d'institutions culturelles importantes par la ministre Martina Šimkovičová a provoqué l'indignation d'une partie de l'opinion publique. Toutefois, dans le contexte tchèque, le limogeage de la directrice de la plus ancienne institution culturelle du pays n'est pas vraiment surprenant.
Lorsqu'en 2021, Alicia Knast a pris les rênes de la galerie en tant que 3e femme et première étrangère à ce poste, c'était pour elle un défi de taille. Elle était censée stabiliser l'institution après une période difficile. Celle-ci avait débuté par la révocation du très respecté chef de la galerie Jiří Fajt, remplacé par 2 directeurs intérimaires. Confrontée aux obstacles liés à la pandémie de coronavirus, Alicia Knast a dû en même temps surmonter un handicap lié à la barrière linguistique et à sa connaissance insuffisante de la scène artistique locale. Une partie de celle-ci a critiqué sa manière de gérer la galerie dès 2021, lorsque les artistes renommés tels que Jiří David, Jaroslav Rona ou František Skala ont apporté eux-mêmes leurs œuvres au Palais des Foires, principal lieu d'exposition de l'art contemporain, pour protester soi-disant contre ces salles vides. Tout au long de son mandat, la directrice polonaise a été critiquée par de nombreux professionnels qui lui reprochaient de ne pas suffisamment profiter du potentiel de la Galerie nationale et ne pas la faire rayonner sur la scène artistique internationale en y organisant des projets d'envergure capables d'attirer le public tchèque et étranger. Même si Alicia Knast s'est fixée comme objectif d'atteindre la barre d'1 million de visiteurs, la réalité pour l'instant est tout autre. En 2025, la Galerie nationale a accueilli 555 000 visiteurs, soit environ 25 000 de plus que l'année précédente, mais toujours nettement moins qu'en 2018 où, sous la direction de Jiří Fajt, la fréquentation avait dépassé les 711 000 personnes. Au cours de ces 5 dernières années, la Galerie nationale a mis en place plusieurs expositions remarquables. Hélas, elles n'ont pas été réalisées et présentées de manière à dépasser le cadre de la République tchèque, estime par exemple Anežka Bartlová, rédactrice en chef du magazine d'art Art Talk. Parmi les projets à succès, la presse nationale rappelle des expositions consacrées au sculpteur Aleš Veselý, à l'artiste contemporaine Eva Koťátková, à la photographe Libuše Jarcoviáková ou encore au peintre baroque Petr Brandl, sans oublier les grands projets femmes maîtresses artistes 1300-1900 et l'École de Paris, artiste tchèque, et Paris de l'entre-deux-guerres. Pour cette année anniversaire où la Galerie nationale fête ses 230 ans, Alicia Knast a prévu 2 expositions majeures, notamment celle consacrée aux grands noms du surréalisme tchèque, tels Toyen, Jindřich Štyrský ou Jan Švankmajer. Comme l'a récemment constaté Alicia Knast, soutenue sur ce point par la plupart des professionnels, le sous-financement de la Galerie nationale, dépendante entièrement du budget qui lui est alloué par le ministère de la Culture, reste le problème majeur. Tak ta podpora ze strany státu tam jako samozřejmě nízká byla, nicméně si myslím, že jako většině... Bien sûr que le soutien de l'État est faible dans ce domaine. Je pense néanmoins que les 51 millions de couronnes allouées au programme d'exposition de cette année auraient pu être mieux investis que dans 2 grandes expositions, estime Jan Witvar, journaliste culturel de l'hebdomadaire Respect. Il remarque encore, si la directrice avait eu suffisamment d'énergie et d'inventivité, elle aurait pu imaginer par exemple un projet hors du commun s'appuyant sur de jeunes artistes débutants. Le ministère de la Culture a annoncé que la direction de la Galerie nationale serait assurée temporairement par Olga Kotkova, jusqu'ici responsable des collections d'art ancien. Un appel à candidature pour le poste de directeur devrait être lancé dans les prochains mois. Parmi les favoris à ce poste figure, selon les médias, Marek Pokorny, directeur de la Galerie d'art contemporain Plateau d'Ostrava. La bibliothèque scientifique d'Olomouc-Moravie propose actuellement une exposition consacrée à l'effet Mélusine qui plonge les visiteurs dans l'imaginaire médiéval européen. L'événement met en lumière une pièce exceptionnelle, un incunable datant de 1476.
La légende de Mélusine raconte l'histoire d'une femme mystérieuse, mi-humaine, mi-fantastique, condamnée à se transformer chaque fin de semaine en serpent. Épouse d'un noble Raymondin de Lusignan, elle lui impose une seule condition dans le cadre de leur mariage, ne jamais être observée le samedi lorsqu'elle prend son bain. Lorsque son époux, évidemment incapable de maîtriser sa curiosité, brise cet interdit, leur destin bascule. Il existe évidemment de multiples versions de cette histoire, car au Moyen-Âge, les légendes ont leur propre vie en fonction de leur circulation et de ceux qui les interprètent. Le récit s'inscrit dans un plus vaste univers mythologique lié à la légende arthurienne, car comme le souligne Petra Kubíčková, commissaire de l'exposition, Mélusine est parfois présentée comme la nièce du souverain légendaire. L'exemplaire exposé à la bibliothèque scientifique d'Olomouc date de la fin du XVe siècle et a été imprimé à Bâle. Il est considéré comme l'un des témoignages les plus précieux de la diffusion des récits légendaires à l'aube de l'imprimerie et se distingue par ses nombreuses gravures sur bois minutieusement coloriées à la main. L'aspect de ce livre témoigne du fait qu'il a été beaucoup lu, beaucoup utilisé, beaucoup manipulé. Un peu plus grand qu'un format A4, il contient 63 gravures narratives et coloriées à la main. Elles ne sont pas seulement un complément au texte, mais constituent également une interprétation particulière de la légende. Ainsi, même les personnes qui ne savaient pas lire pouvaient reconstituer l'histoire à l'aide des images, un peu comme une sorte de bande dessinée. Tak si můžou ten příběh zrekonstruovat pomocí obrázku. Si les origines du mythe de Mélusine remontent au XIIe siècle, sa version la plus célèbre a été rédigée en 1393 par Jean d'Arras à la demande des enfants de la sœur de Jean de Luxembourg, le duc Jean de Berry et sa sœur Marie de France, duchesse de Bar. Et c'est là que le lien avec les pays tchèques apparaît clairement. Jean de Luxembourg est ce noble étranger devenu roi de Bohême en se mariant à Élisabeth de Bohême, issue de la dynastie des Přemyslides. De leur union naîtra celui qui allait marquer l'histoire du pays et de Prague au Moyen-Âge, Charles IV. Or, comme l'a montré le médiéviste tchèque Martin Nejedlý dans une importante monographie, la légende de Mélusine a été utilisée pour légitimer, via une origine mythique, la dynastie des Luxembourg et renforcer son prestige. Au-delà du conte, donc, la légende avait également une fonction politique. Les exemplaires conservés de l'édition de Bâle rédigés en allemand sont extrêmement rares, comme le souligne Miloš Korhoň de la bibliothèque scientifique d'Olomouc. Il n'existe que 9 exemplaires en tout au monde, dont un qui se trouve notamment à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Celui que l'on peut voir à Olomouc a donc une valeur patrimoniale exceptionnelle. Présenté dans le cadre historique de l'église rouge, un édifice en briques appartenant à la bibliothèque scientifique de la ville, l'exposition ne se limite pas à montrer un livre ancien, elle propose une immersion dans l'univers symbolique de Mélusine, ses représentations, ses transformations et son rôle dans la culture médiévale. Les visiteurs peuvent également participer à des visites guidées et des conférences qui éclairent les dimensions littéraires, artistiques et politiques du mythe et découvrir également une anecdote intéressante dans le livre qui rappelle que le contenu des ouvrages médiévaux n'est pas à prendre pour argent comptant, comme l'évoque Petra Kubíčková. Dans le livre est mentionné Prague, mais ce qui est décrit ne s'est jamais réellement produit. Il s'agit d'une scène où Prague serait assiégée par les Turcs et où un certain Renaud, roi de Bohême, aurait été condamné au bûcher. On voit donc bien ici la dimension féerique de la légende. L'exposition est gratuite et à voir jusqu'au 14 avril. Une petite valise ayant appartenu à la journaliste et écrivaine Milena Jesenská, proche amie de Franz Kafka, a été récemment acquise par le Musée de la littérature à Prague. Hormis ses écrits pour des journaux, magazines, ses traductions en tchèque des textes de son ami Franz Kafka ou encore sa correspondance, il nous reste peu de choses ayant appartenu à Milena Jesenská. Esprit libre, figure du journalisme et du féminisme tchécoslovaque de l'entre-deux-guerres. Car après son arrestation par la Gestapo dès 1939 pour activité de résistance, la plupart de ses biens sont confisqués ou détruits par les nazis. La récente découverte d'une petite valise lui ayant appartenu est donc un événement qui
qui fait ressurgir tout un pan de son histoire. Longtemps conservé dans une famille pragoise, ce bagage vient d'être acquis et intégré aux collections de l'institution chargée de préserver les archives littéraires nationales. La petite valise de cuir d'environ 45 cm de large n'a rien d'exceptionnel en apparence, sinon sa propriétaire d'origine. Elle a été conservée pendant plus de 8 décennies par la famille de l'historien Arno Pajic. Sa mère, Božena Pažíková, a été emprisonnée à la prison de Pankráč à Prague pendant l'occupation nazie, où elle a partagé un temps sa cellule avec Milena Jesenská, comme le rappelle l'archiviste Petr Kotík. Božena Pažíková na přelomu let 1939 a 19... Au tournant des années 1939-1940, Božena Pažíková a été emprisonnée à la prison de Pankráč en tant que membre de la résistance. Elle collectait de l'argent pour les familles privées de soutien financier après l'arrestation par les nazis de l'un des leurs. En prison, elle partageait une cellule avec Milena Jesenská. Celle-ci avait été arrêtée pour avoir aidé des antifascistes et des juifs à fuir à l'étranger. Lorsque Milena Jesenská est transférée vers l'Allemagne par les autorités nazies, les deux femmes échangent leurs bagages. Božena Pažíková, když jela Milena Jesenská, Milena Jesenská a été envoyée à Dresde pour y être jugée, mais elle n'avait pas assez de place pour transporter toutes les affaires qu'elle avait accumulées en prison. Alors Božena Pažíková lui a donné sa grande valise, elle a gardé à la place la petite valise de Milena Jesenská. Pažíkovský kufr a ten malý Mileny Jesenský si nechala. Božena Pažíková sortira de prison en 1940 et emmènera la valise avec elle, la conservant dans son appartement de la rue Spalena à Prague pendant des décennies. Milena Jesenská, elle, est déportée au camp de Ravensbrück où elle mourra 4 ans plus tard, minée par de graves problèmes de santé. Là-bas, elle s'efforce malgré tout de prêter main forte à ses co-détenus. Traductrice de la correspondance de Milena Jesenská pendant la période de la guerre, Hélène Belletto-Sussel nous avait raconté comment la journaliste et résistante puisait sa force dans l'aide à autrui. Il y a plusieurs choses qui l'ont aidée, en dépit de ses problèmes de santé qui étaient très réels et qu'elle avait déjà quand elle est arrivée. C'est que d'abord, elle a été aidée par des camarades tchèques communistes qui ont tout mis en œuvre pour qu'elle soit affectée à l'infirmerie. Elle n'avait donc pas les mêmes conditions de détention que les autres. Ça, c'était, pour qui a lu des choses sur les camps, c'était vraiment très très important d'avoir une fonction particulière à l'intérieur des camps. Donc il y a ça, et puis il y a l'amitié avec Margarete Huber-Neumann, et ça a été vraiment un pilier, enfin un élément qui l'a tenu debout et qui fait que malgré ses problèmes de santé, elle tenait. Et puis il y avait aussi ses convictions. À un moment, Margarete Huber-Neumann, dans le livre qu'elle a écrit, Prisonnière chez Staline et Hitler, elle dit « Ce qui m'a fait tenir, c'est pas seulement ma bonne santé. » Elle avait probablement une bonne santé. Elle est quand même morte à 89 ans, après avoir survécu à deux ans chez Staline et 5 ans chez Hitler. Mais elle dit, c'est le désir, c'est l'idée qu'on peut être utile à quelqu'un. Le désir de faire quelque chose pour les autres. Et ça, Milena, elle l'avait. Dans son domaine, qui était ce qu'on appelait le Krankenrevier, qui était l'infirmerie, elle savait qu'elle pouvait faire des choses. Elle avait accès aux fichiers, aux fiches des détenus, etc. Elle avait les moyens de faire quelque chose. Et ça, je pense que pour quelqu'un comme elle, c'était capital de savoir qu'elle n'était pas là comme un simple objet, mais comme quelqu'un qui avait quand même encore une volonté et un pouvoir. Et ce pouvoir, elle savait le trouver là où il était. C'était pas grand-chose, mais c'était quand même quelque chose. C'était pas rien. Bon, après, la maladie l'a rattrapée.
La valise, aujourd'hui redécouverte, renvoie à l'existence mouvementée de Milena Jesenská, grande figure de la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres, dont le destin tragique épouse celui de son pays. Née à Prague le 10 août 1896, dans une famille d'intellectuels, elle évolue dans l'effervescence de Prague, capitale cosmopolite, où se croisent langue, culture et tradition, où les écrivains tchèques, allemands et juifs se côtoient dans les cafés et les cercles littéraires. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre notamment Franz Kafka, dont elle sera la première à traduire les textes en tchèque. C'est aussi dans cet environnement bouillonnant que Milena développe son goût pour la littérature et le journalisme. Elle écrit notamment pour plusieurs journaux influents de l'époque. Ses textes se distinguent par leur sens de l'observation et leur sensibilité sociale. Quand elle croise le destin de Božena Paříková en prison, elle est donc connue et reconnue, comme le rappelle Petr Kotik. Ona byla autoritou prvorepublikové novinařiny. Pracovala. Elle était une journaliste renommée de la première République tchécoslovaque. Elle écrivait notamment pour la revue de référence Přítomnost, éditée par Ferdinand Peroutka. Elle dénonçait les injustices sociales et défendait les droits des femmes. Pour Božena Paříková, cette rencontre est restée inoubliable. Vzpomínala ve vzpomínkách v rodině na něj celý život. Inoubliable également le récit qu'elle a fait à ses fils d'un moment dramatique dans la cellule de Pankráč et dont seule sa famille avait connaissance jusqu'à présent. Syn druhý, paní Paříkový, tak vzpomínal na to, že mami... Selon un des fils de Božena Paříková, Milena Jesenská aurait un jour cassé ses lunettes dans sa cellule et avalé les éclats de verre pour tenter de se suicider. Un gardien tchèque lui aurait ensuite apporté du chou à manger pour envelopper les fragments de verre et permettre leur passage dans son corps. Elle a survécu, mais seulement quelques années avant de mourir dans un camp de concentration nazi. Marquée par le temps, la petite valise en cuir de Milena Jesenská porte encore 2 étiquettes d'hôtel datant de l'époque où elle a vécu à Vienne avec son mari, Ernst Polák, au début des années 1920. Il sera possible de la voir au musée de la littérature tchèque dans le cadre d'une future exposition consacrée à la scène littéraire germanophone de Prague, témoin d'un passé englouti par la Deuxième Guerre mondiale. C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dès demain, retrouvez notre programme du week-end avec de la culture samedi, la visite d'une exposition à Brno et de la musique dimanche. Le reste de l'actu tchèque en français, c'est évidemment sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur X et sur Blue Sky. N'hésitez pas à nous y faire part de vos commentaires. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent, ahoy!